Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, Alors, tu es coach sportif? c'est ça, je suis coach sportif, entraîneur dans les sports d'endurance depuis 25 ans maintenant, avec notamment, j'opère via la société WTS que j'ai créée avec ma femme en 2002. Voilà, c'est mon métier, et même si je fais aujourd'hui différentes choses autour du sport et du coaching, je continue à entraîner des athlètes chaque année en vue de leurs objectifs. Et tes athlètes, du coup, tu parlais d'endurance. Donc, est-ce qu'il y a des cyclistes, des coureurs, des triathlètes, c'est ça? Alors, ouais, moi, je suis vraiment, je dirais, spécialisé en endurance, donc j'entraîne pas de sportifs qui sont issus des sports de combat, du tennis ou des sports co. Je suis vraiment centré sur le cyclisme, le triathlon, la course à pied. Voilà, c'est un peu mes trois sports de prédilection et je dirais au gré là, par exemple, pour la saison 2021, j'ai des sportifs qui vont préparer le marathon des sables, l'étape du Tour, des courses de VTT ou des triathlons. D'accord. Alors, vous vivez désormais en Afrique du Sud? Alors, Effectivement, il y a 2 ans et demi, on a pris la décision avec ma femme et mes filles de déménager en Afrique du Sud pour à la fois leur permettre d'apprendre à parler anglais, de vivre une nouvelle expérience à l'étranger, et puis surtout aussi de profiter du formidable terrain de jeu qu'offre l'Afrique du Sud et en particulier la région du Cap, qui est voilà qui est une région super pour tous les sports de plein air, à commencer par le vélo, la randonnée, et sans oublier bien sûr le surf ou le windsurf. alors, tu parles d'expérience et de terrain à découvrir. Justement, c'est ce que vous avez fait au moment des fêtes, entre Noël et Jour de l'An. Vous avez monté un bike trip, une belle balade à vélo. Alors, C'est ça. comment est né ce projet? Alors écoute, je dirais que voilà, depuis qu'on est ici au Cap en Afrique du Sud, on a une petite liste de pays qu'on aimerait découvrir pendant notre séjour, enfin notre expérience, notre expatriation ici en Afrique du Sud. Donc on a déjà visité il y a quelques années la Namibie, mais là plutôt en véhicule motorisé en 4x4. Et là, cette année, le Lesotho faisait partie de la liste et on s'est dit, bon, bah, plutôt que d'y aller en 4x4 et de manière assez classique, pourquoi ne pas le découvrir à vélo? Voilà, parce que nos filles maintenant ont 14 et 16 ans, donc elles sont en âge de pédaler plusieurs jours, elles ont une bonne condition physique. Donc on s'est dit, voilà, partons à l'aventure et faisons une traversée intégrale du Lesotho en VTT. Et donc voilà, on vient de rentrer et on a passé 2 semaines entre le Lesotho et l'Afrique du Sud pour faire au total 650 kilomètres et de l'ordre de 15 000 mètres de dénivelé positif. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour situer un petit peu, vous habitez au Cap et le Lesotho, c'est bien plus à l'est et bien plus haut. C'est assez loin en fait de chez vous. Alors voilà, l'Afrique du Sud c'est un grand pays. Nous effectivement on est au Cap qui est à l'extrémité sud-ouest de l'Afrique du Sud. Et le Lesotho, c'est au centre, c'est en dessous de la capitale, Johannesburg, et c'est une enclave, c'est un pays indépendant, complètement enclavé dans l'Afrique du Sud, et qui a la particularité, voilà, d'être un royaume, d'être très pauvre et d'être surtout très montagneux. Donc c'est un petit peu le château d'eau de l'Afrique du Sud, voilà, parce qu'il y a des sommets à plus de 3500 mètres d'altitude. Et voilà, les Sud-Africains appellent le Lesotho un petit peu la Suisse africaine. D'accord. Et ça se trouve à combien de kilomètres de chez vous? Vous avez pris l'avion pour y aller? Alors on est à peu près à 1000 kilomètres du Cap. Donc pour y aller, on a pris le bus. Parce que il y avait logistiquement parlant, c'était plus simple. Et le bus nous amenait vraiment jusqu'à Maseru, la capitale du Lesotho. Et donc on pouvait partir directement. Et le retour s'est fait en avion de Durban. D'accord. Donc du coup, toute la logistique, les vélos, c'était pas trop compliqué. Bon, dans le bus, ça va à peu près peut-être, mais en avion?
Alors la logistique, effectivement, ça a été un point assez complexe à gérer parce que quand on voyage seul ou en couple à vélo, bon ben on n'a que 2 vélos, mais là on est 4. Donc qui dit 4 dit 4 vélos. Donc je donne un exemple tout bête, hein, mais pour aller à Durban de l'hôtel à l'aéroport, ben, il faut trouver un véhicule capable de transporter 4 personnes et 4 vélos. Donc oui, la logistique a été un petit peu complexe, mais on y est arrivé, voilà. En trouvant des cartons, en se débrouillant à trouver des véhicules adaptés. Mais c'est vrai que voyager à 4 avec 4 vélos, c'est pas simple. Ouais. Bon, on le disait en préambule, ta femme et toi, vous êtes coach. Du coup, est-ce que vous avez coaché les filles ou elles avaient un niveau déjà suffisamment élevé pour pouvoir participer à cette aventure? Alors non, au-delà de notre rôle de parent, on a aussi eu un rôle un peu de coach, à la fois physique et mental, dans le sens où pour elles, c'est vraiment une première. Et il y avait il y a 3 mois, 3-4 mois, quand l'idée a germé, on n'était quand même pas du tout certain de leur capacité à faire un tel périple. Donc déjà, premièrement, dans la démarche de préparation, on a fait un week-end test environ mi-novembre sur 2 jours pour voir un petit peu combien elles étaient capables de faire et puis pour tester aussi notre matériel, notre organisation. Et ça a été riche d'enseignements. Donc on a vu ce jour-là, lors de ce week-end, que c'était pour elles, ça allait être compliqué d'enchaîner plus de 70 km et 1000 mètres de dénivelé. C'était un peu juste, elles étaient un peu juste physiquement et mentalement. Voilà, donc ça, moi dans la foulée, j'ai restructuré notre itinéraire pour faire en sorte d'avoir des étapes qui soient pas trop ambitieuses. Et puis après, bien sûr, pendant la traversée, on a fait en sorte d'aller à leur rythme, de s'entraider, voilà, c'était quasiment, pour prendre une terminologie cycliste, on a presque fait une épreuve de contre-la-montre par équipe, puisqu'on est resté tout le temps ensemble et qu'on avait quand même la nécessité tous les soirs de rallier notre hébergement du jour, parce que on avait écarté l'option de prendre une tente et de camper pour s'alléger, pour éviter d'avoir à porter tente, duvet, etc. Donc ça a été un petit peu un contre-la-montre par équipe tous les jours. Ah oui, ben justement, c'était ma question suivante, c'était est-ce que vous étiez en autonomie, vous aviez des vélos très chargés? Alors on était en totale autonomie, voilà, donc nous 4 avec tout notre matériel pour 2 semaines, et on avait effectivement des vélos relativement chargés. Je dirais qu'en moyenne on devait avoir à peu près une dizaine de kilos par personne de matériel, de vêtements, de matériel de réparation, un peu de nourriture pour chaque étape, puis bien sûr les pharmacies, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir être autonome dans un pays qui est très pauvre, très rural, et où c'est très compliqué par exemple de trouver une pharmacie et encore moins un magasin de vélo. J'ai pas vu un seul magasin de vélo les autres. Et donc quand tu dis que vous étiez en autonomie, c'est en autonomie alimentaire? Alors non, là on était en semi-autonomie alimentaire. On avait pris l'option effectivement pour des raisons de confort, de légèreté, de tous les soirs dormir dans un lodge ou un bed and breakfast, un gîte, hein, voilà. Et donc on n'avait pas géré ni le petit déjeuner ni le repas du soir. Donc on avait juste l'alimentation pour l'étape, donc des barres énergétiques, petits sandwichs, fruits, ce genre de choses. Et pour l'eau, comment vous faisiez tout au long de la journée? Alors, écoute, on avait équipé nos vélos, de porte-bidons supplémentaires. Donc moi, par exemple, j'avais 4 porte-bidons sur mon vélo, 2 sur la fourche et 2 sur le cadre, ce qui me permettait d'emporter pas loin de 3 litres. Et idem pour ma femme, et nos filles, elles avaient que 2 bidons. Donc voilà, on avait ce qu'il fallait pour tenir une partie de la journée. Après, le Lesotho, c'est un pays très montagneux, il y a des torrents, des rivières partout. Et ils ont un réseau de distribution d'eau qui est à peu près correct, en tout cas dans les villages et les principaux villages. Donc on n'a pas eu de problème de ravitaillement en eau, et on n'était pas dans un environnement désertique compliqué. En fait, voilà. Bon, est-ce qu'il y a eu des temps forts et puis des temps faibles? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les filles en ont eu marre, par exemple?
Alors écoute, elles n'en ont pas eu marre, elles ont eu des moments difficiles, très clairement. Hein. Mais c'était lié à des conditions climatiques ou alors de la fatigue? Non, c'était la fatigue et l'effort. Hein. Donc douleur à l'épaule, je dirais, qui s'accentuait, un peu de fatigue. Mais globalement, elles ont été extrêmement, je dirais, extrêmement solides physiquement et mentalement. Et elles ont fait tout le parcours avec quand même une ou deux étapes qui ont duré plus de 10 heures et notamment une étape qu'on a fait 100 km de VTT, hein, donc ça commence à être des belles journées de vélo. Ah oui. Et après, voilà, donc aucun souci, on a été d'ailleurs impressionnés par leur capacité d'adaptation et leur solidité, je dirais, donc on est très fiers d'elles. Après, au niveau je dirais, des péripéties qu'on a vécues ou des petites choses qui sont sorties de l'ordinaire, c'est vrai que dans une aventure comme ça, je dirais que c'est un peu comme la vie, c'est-à-dire qu'il y a autant de moments agréables que de moments difficiles. Hein, c'est une espèce d'équilibre qui se crée. Donc, au-delà des magnifiques paysages qu'on a pu voir, de la gentillesse des gens, on a par exemple, ça c'est dans la case moments agréables, on a par exemple un soir, voyant qu'on n'allait pas réussir à atteindre notre lodge parce que on avait changé un petit peu notre itinéraire, on a décidé de dormir dans un village et de demander l'hospice aux villageois. Donc on a atterri dans un petit village qui n'avait jamais accueilli de voyageurs, où quasiment personne ne parlait anglais et encore moins français, et où il a fallu s'exprimer avec les mains, avec le langage des signes pour leur demander de dormir dans leur village, d'avoir un petit repas et pouvoir repartir le lendemain relativement reposé. Voilà, ça a été un moment fort parce que c'était un peu un remake de Rendez-vous en terre inconnue. Ouais, c'est ça. Et on a dormi dans une case, on a mangé avec eux. Voilà, un village où il n'y a ni eau ni électricité, où il y a peut-être une 50aine d'habitants et où la plupart d'entre eux ne sont jamais vraiment allés à la ville ou même sortis, ou encore moins sortis des autos, quoi. Donc voilà, ça c'était un moment fort sympathique. Après, dans les moments plus difficiles, on a eu de la pluie très froide à 3200 mètres, on a eu des orages, et surtout, on a eu quelque chose de complètement imprévisible, c'est que à la 6e étape, on était dans une épicerie en train d'acheter des fruits et de se ravitailler un peu, et là, en bougeant un carton, en fait, on a dérangé un nid-de-guêpe qui nous a assaillis, et on a tous été piqués 10 à 20 fois. Et pendant 2 heures, on n'a pas pu récupérer nos vélos, nos sacs, ça a été la panique. Et tous les gens du village, dans un rayon de 50 mètres, ont été piqués par ce nid-de-guêpe. Donc ça, c'était le truc complètement improbable qu'il a fallu gérer. Et donc les 2 jours qu'on suivi, on a été fatigués et on a été obligés de se reposer. Ah bah ouais, c'est un sacré choc, ça, j'imagine, parce que ça aurait pu très mal se terminer. Ben écoute, fort heureusement, on n'était pas allergique. Fort heureusement, le nid n'était pas plus gros que ça. Parce qu'effectivement, si le nid avait été plus gros, ça aurait pu mal se terminer et être compliqué à gérer. Parce que, je te dis, au milieu des autos, tu peux pas compter sur la sécurité civile ou sur le SAMU pour secourir. Il n'y a rien. Voilà. Donc, fort heureusement, ça s'est bien terminé. Bon, et au niveau du matériel, les vélos, ils ont tenu le choc? Alors écoute, c'est une bonne question parce que c'était un point très important qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir en amont. Compte tenu du côté très rural, pour pas dire sauvage du pays, on ne pouvait pas se permettre d'avoir d'ennui mécanique. Donc on a pris l'option, après un certain temps de réflexion, d'investir dans des vélos neufs. Donc on est parti avec 4 vélos neufs. Ce qui nous a permis de faire tout notre itinéraire sans avoir aucun problème mécanique, même pas une crevaison. Donc on est content. C'était une chose de moins à gérer, à réfléchir pendant cette traversée. Bon, et en conclusion, est-ce qu'un nouveau voyage se profile? Alors écoute, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais très clairement, je pense qu'on est rentré un peu dans une dynamique comme ça de voyage à vélo. Déjà, c'est dans l'air du temps.
Ça apporte une grande flexibilité. C'est porteur, voilà, pour voyager au vélo, s'évader, vivre des aventures comme ça. Et puis le vélo, c'est quand même un formidable outil de déplacement, de découverte. C'est vraiment, pour parler à l'anglaise, c'est vraiment éco-friendly aussi, donc c'est très positif. Donc là, à court terme, il n'y a rien de prévu, mais l'autre soir, nos filles déjà nous parlaient de nouvelles destinations, donc c'est pas impossible que dans quelques mois on reparte à l'aventure, alors peut-être sur quelque chose de plus court, mais soit en Tanzanie, soit à Madagascar, soit même en Afrique du Sud, parce qu'il y a plein de régions à découvrir très très belles et très sympathiques. Donc je pense que ce voyage a un peu initié un cycle de voyage à vélo pour la famille Virot. Ben, c'est super ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview et puis à très vite. Oui. Merci. Au revoir, à bientôt.